Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une femme... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Mona Chollet pour un épisode Sorcière. Ce que j'adore dans le personnage de la sorcière, entre autres, c'est-à-dire le fait que tout d'un coup, dès qu'on prononce ce mot, c'est comme si on sortait de notre univers mental très étriqué. Quand j'étais petite, je regardais 5 fois par semaine Le Magicien d'Oz, le film de 1939 avec Judy Garland. J'étais si obsédée que lorsque le générique de fin commençait, je remettais le film au tout début, à la partie en noir et blanc, celle qui se passe au Kansas. Dans ce film, il y a 2 sorcières, la méchante sorcière de l'Ouest et la bonne sorcière du Nord. Je ne réalisais pas à l'époque qu'inventer Glinda, la sorcière gentille avec sa grande robe de tulle rose, était un acte militant. Lyman Frank Baum, l'auteur du livre pour enfants Le Magicien d'Oz, sorti en 1900, était le gendre d'une suffragette américaine super radicale qui s'appelait Matilda Joslyn Cage. Celle-ci a fait quelque chose de très important pour l'histoire des femmes. Dans un livre intitulé Women, Church and State, publié en 1893, elle émet pour la première fois l'idée que les sorcières ont été persécutées en Europe à la Renaissance parce qu'elles étaient des femmes instruites et indépendantes. Lyman Frank Baum, l'auteur du Magicien d'Oz donc, adorait sa belle-mère. Elle était une femme instruite et indépendante, une femme en colère et aux cheveux blancs. Vous vous apprêtez à écouter le premier épisode du cycle Sorcières de la Poudre. Il y en aura d'autres, 2, peut-être 3. Dans ce cycle, nous explorerons la figure de la sorcière à travers les continents, les époques et les cultures. Il y sera question d'écoféminisme et de grimoire, de griottes et de Wicca, d'ayahuasca et de féminin sacré. Pour assister au suivant, surveillez les réseaux sociaux de La Poudre. Les places partent vite. Avec Mona Chollet, on a parlé de Silvia Federici, de Sophie Fontanelle et de Starhawk. Bonsoir à toutes et bonsoir Mona Chollet. Bonsoir. Mona Chollet, vous êtes journaliste au Monde diplomatique et vous écrivez des livres féministes. C'est un épisode de La Poudre un peu spécial que je vous ai concocté. Je ne suis pas dans une chambre d'hôtel avec vous, ce qui est d'habitude le sort que je réserve à mes invités. Vous n'êtes pas une invitée tout à fait comme les autres. Vous êtes une sorte de gourou des féministes françaises contemporaines. Vous êtes l'autrice d'un livre que bon nombre de militantes ont lu, relu, corné, surligné, puis délicatement mis sur un petit autel où l'on apporte chaque jour des offrandes d'encens et de fleurs. Je parle de Beauté fatale, publié en 2012. La précision de votre pensée vous a créé une armée d'adeptes et comme je suis sympa, je les voulais avec nous ce soir. Donc il y a une trentaine de poudreuses et un poudreux assises avec nous en cercle ce soir dans l'appartement près de la gare de l'Est où nous nous réunissons. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, une sorte de concile de sorcières qu'on a créé ce soir. J'ai prononcé le mot-clé, sorcière. C'est le titre de votre livre, Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Celui qui fait qu'on est toutes là, autour de vous, parmi les cristaux et les bougies. Tout le monde a envie d'entendre parler de sorcière. Votre livre s'arrache, et pas que chez les intellos du monde diplomatique. Il y a quand même Sephora qui a fait une box sorcière, enfin voilà. À votre avis? Ça n'a pas de rapport. Ça n'a aucun rapport, mais quand même un petit peu. Mona Chollet, pourquoi la société a-t-elle tant besoin maintenant de sorcières? Je crois qu'on est dans une époque très
chaotique d'une manière générale, un peu à tous les niveaux. C'est-à-dire, je crois que ce qu'il y a de très fort chez les sorcières, c'est le rapport à la nature, et on le voit bien chez les femmes qui pratiquent, essentiellement les femmes qui pratiquent la sorcellerie aujourd'hui. Il y a l'idée de, par des rituels très simples, sans prétendre jeter des sorts à qui que ce soit, mais simplement s'ancrer dans le monde d'une certaine manière, en fait, et y compris dans le monde naturel. Donc je pense que la sorcellerie est un bon moyen de s'inscrire de nouveau dans le monde, et aussi peut-être au niveau personnel, c'est des moments qu'on prend pour soi, enfin, c'est-à-dire il y a une manière de se poser dans les rituels de sorcellerie pour celles qui les pratiquent, c'est-à-dire de voilà, fermer la porte. Bon, ce qui me parle aussi parce que mon livre précédent s'appelait Chez soi, et je tiens beaucoup en fait à cet aspect des choses qui est la nécessité de moments calmes où on se reconnecte un peu à ses propres forces, où on reconstitue ses forces en fait. Et il me semble qu'il y a un peu tout ça dans la sorcellerie. On aura l'occasion de revenir sur cet aspect-là au cours de la discussion. Alors, je vous ai préparé donc un épisode un peu particulier. Habituellement, j'explore le parcours de mes invités. Là, ce soir, c'est plutôt votre expertise que j'ai envie de convoquer. On va quand même faire un tout petit détour rapide par votre vie, par votre biographie. Vous avez grandi à Genève, en Suisse. Et fun fact, j'ai lu que la Suisse était le pays qui avait brûlé le plus de sorcières et de sorciers en Europe, proportionnellement 2 fois plus que l'Allemagne, 10 fois plus que la France, 100 fois plus que l'Italie. Est-ce que dans votre enfance suisse, quelque chose vous prédestinait à devenir l'experte en sorcellerie que vous êtes devenue aujourd'hui? Je sais pas. C'est vrai que j'ai eu un choc en commençant Enfin, j'ai commencé à travailler sur le sujet sans être consciente de la place de la Suisse sur ce magnifique podium du nombre de sorcières brûlées. Mais c'est vrai que ça m'a fait un choc de découvrir que c'était l'épicentre, en fait, que le territoire de la Suisse était l'épicentre de l'apparition des procès en sorcellerie, et qu'à Genève, où j'ai grandi, on en a brûlé des dizaines. Et c'est vrai que du coup, je me suis souvenu qu'effectivement, un de mes profs d'histoire à l'université, Michel Porret, avait écrit un livre sur une sorcière brûlée à Genève. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même présent. J'avais aussi beaucoup entendu parler d'Anna Göldi, qui était probablement la dernière sorcière exécutée en Europe, qui a été décapitée à Glaris. Après avoir voulu dénoncer le médecin qui l'employait pour harcèlement sexuel, et donc lui a répliqué, enfin a pris les devants en l'accusant de sorcellerie. Donc oui, c'était présent un petit peu dans votre enfance. Oui. Et l'enfant que vous étiez, elle était déjà un peu féministe? Non, pas du tout. Enfin, c'était très confus pendant très longtemps, et non, j'ai l'impression, quand je vois les adolescentes aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles sont tellement plus conscientes de tout ça que je peux l'être, que je pouvais l'être à leur âge. Enfin, je crois que même le mot sexisme, j'ai pas dû l'apprendre avant. Enfin, je l'ai appris très tard. Non, c'était quelque chose de très confus. Enfin, il y avait un peu des velléités de révolte. Il y avait très longtemps l'impression d'être très privilégiée, et puis je me rends compte que voilà, des choses que c'est étonnant de remarquer après coup. Enfin, je racontais l'autre jour à une amie comment finalement à 18 ans j'avais échappé en une année à 2 agressions sexuelles vraiment d'un cheveu. J'avais eu extrêmement peur, et pendant très longtemps j'ai pas du tout rangé ces incidents dans la catégorie du sexisme, ou enfin pour moi c'était une sorte de fatalité. En tant que fille, il y avait une sorte de honte. Enfin, en tant que fille, il fallait juste croiser les doigts, être prudente et espérer avoir de la chance. Donc non, c'est venu quand même assez tard, en fait. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu cette espèce de révélation, je crois, avec MeToo, de réaliser que ce qui était arrivé, c'était systémique, c'était pas nous, quoi. Oui, et puis le courage de tout d'un coup se dire, mais c'est pas normal. Ouais. Alors, vous êtes aussi connue pour les féministes qui traînent sur Twitter, j'en fais partie, il y en a sûrement quelques-unes parmi nous, pour ce compte au drôle d'avatar qui égrène chaque jour une revue de presse passionnante et presque sans commentaire. Cet avatar, j'ai fait une petite enquête, c'est un personnage de bande dessinée de Dupuis et Barbérian qui s'appelle Henriette. J'ai trouvé quelques mots sur Henriette. Elle a 13 ans.
Elle aime lire, se confier à son journal intime, écouter Jacques Brel et écrire des aventures de Henriette adulte qui serait fine et charismatique. Pour l'instant, elle est ronde, petite, avec des lunettes et des vêtements ringards. Quand elle n'en peut plus d'endurer la stupidité de son entourage, elle se réfugie dans son monde intérieur où elle imagine des vengeances hilarantes aux humiliations du quotidien. Elle serait pas un peu sorcière, Henriette ? Ah, je n'y avais pas pensé, mais oui, c'est vrai, à sa manière. Le monde c'est intérieur. beaucoup, oui, c'est vrai, c'est beaucoup le recours à la vengeance par l'imagination, par les pouvoirs de l'imagination. Oui, c'est vrai. Pourquoi vous l'avez choisi, cet avatar ? Ça fait tellement longtemps qu'on vous associe à cette image. Oui, puis j'ai essayé de le changer quelques fois et j'ai eu tellement de protestations que finalement je l'ai gardé. Non, puis c'est vrai que je veux pas le changer en fait. Non, j'adore Henriette. Enfin, c'est complètement. Je m'y retrouve complètement. C'est vraiment moi à 13 ans, à part Jacques Brel peut-être. J'écoutais plutôt Madonna, je pense. Mais ouais, c'est un super personnage. Et puis j'aime bien la petite fille intello aussi, finalement, qui est pas spécialement jolie, enfin, ouais, c'est peut-être une sorcière et c'est peut-être aussi une féministe à sa manière, ouais. Mmh. Votre livre « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » est un grimoire moderne d'empouvoirment pour les femmes. Vous érigez des figures de sorcières contemporaines, en fait, comme les autrices féministes Virginia Woolf et Gloria Steinem, mais aussi des figures plus pop comme Sophie Fontanelle, plus inattendue, ou Sabine Azéma. La sorcière d'aujourd'hui, pour vous, c'est la célibataire à chat, c'est la femme aux cheveux blancs, c'est la femme sans enfant. Ce sont des femmes qui sont désapprouvées par la société, qui sont caricaturées, qui sont érigées en contre-exemple. Est-ce que le but de votre livre, c'était un peu de donner aux femmes des modèles de sorcières contemporaines pour inspirer une forme de rébellion contre ces injonctions-là ? Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est vrai que je crois que je l'ai fait, enfin bon, comme tous mes livres, je l'ai fait d'abord pour moi. C'est-à-dire comme je l'explique un peu au début, c'est-à-dire j'ai pas de... Je me sens pas spécialement courageuse en fait quand il s'agit de transgresser des normes ou de m'affirmer ou de faire des choix à contre-courant et j'aime bien pouvoir. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort dans le fait de s'identifier à d'autres femmes qu'on admire et qu'on trouve spécialement, enfin, qui nous donne une image positive. C'est-à-dire qu'il y a tellement de stéréotypes négatifs qui traînent sur tous les types de femmes que vous avez décrits et qu'on intériorise aussi en tant que femme. C'est-à-dire, c'est très dur de s'aimer soi-même tout en adoptant une position marginale dans la société, c'est-à-dire en transgressant des normes, en refusant de jouer certains jeux. Autant la célibataire, la vieille femme, la femme qui veut pas d'enfant. Chaque fois, ça veut dire ça implique de se prendre des vagues de désapprobation et y compris dans sa propre tête. Donc, je crois que c'est très important de pouvoir voir ou lire autour de soi des modèles enviables en fait, qui incarnent qui déjouent tous ces stéréotypes, qui démentent tous ces stéréotypes extrêmement venimeux et dissuasifs en fait. Une façon de déconstruire en fait par le modèle, par l'exemple, par la praticité en fait de la vie vécue ainsi. Oui, c'est ça. Alors, je crois qu'après, on idéalise toujours un peu les femmes qu'on admire, quoi. C'est-à-dire, il y a peut-être une part d'illusion, forcément, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, tant que ça nous donne de la force et tant que ça nous permet d'avancer, c'est pas... Ce qui me pose plus de problème, c'est les illusions... qui communiquent une sorte des complexes ou du désespoir. C'est-à-dire quand vous voyez parce qu'il y en a plein aussi comme ça, je sais pas, sur Instagram, il y en a plein des modèles de femmes parfaites, une espèce de femmes cuirassées en fait, où vous avez l'impression que tout ce qu'elles ont à vous dire, c'est que leur vie est tellement plus géniale que la vôtre et donc ouais, j'avais envie de chercher les femmes qui font l'inverse de ça, c'est-à-dire qui vous tendent la main plutôt que de vous enfoncer. Totalement. Ouais, ça fait vraiment cet effet-là, c'est vrai. Et il y a aussi une dimension, je trouve, qui est très forte dans le mouvement féministe, de rendre hommage aussi à celles qui ont peut-être fait le chemin avant nous, avant soi. Enfin, quelque chose de rassurant aussi de se dire, il y en a qui ont eu le déclic, qui sont allées. Enfin voilà, les féministes ont tendance à beaucoup citer les autres femmes, à jamais oublier de mentionner l'endroit où elles ont trouvé une idée, une envie, un concept.
C'est très présent dans tout votre travail, d'ailleurs, vous citez énormément. Il y a un grand plaisir à citer. C'est comme si ça tisse une sorte de réseau et... non, je comprends pas quoi. Enfin bon, après j'ai tendance à multiplier les notes de bas de page, mais moi ça me donne l'impression d'être insérée dans une toile très protectrice et stimulante et encourageante. Ça crée une sorte de panthéon, non, peut-être panthéon c'est un mot trop, je sais pas ce qu'il faudrait dire, oui, de cercle imaginaire bénéfique en fait. Et je crois que c'est important effectivement la dimension historique aussi, parce comme finalement on parle des vagues de féminisme et c'est comme si le risque c'est chaque fois d'oublier l'histoire et puis de réinventer l'eau chaude en fait, et d'oublier que d'autres sont déjà passés par là, parfois à des époques très anciennes en fait, et ont déjà affronté les mêmes problèmes, même dans des sociétés très différentes. Alors, ce qu'ont en commun les sorcières d'hier et celles d'aujourd'hui, c'est ce que vous appelez une vie à soi, en convoquant bien sûr Virginia Woolf, c'est le nom d'un chapitre de votre livre. En fait, vous démontrez à quel point on refuse aux femmes le droit d'avoir cette vie-là, cette vie à elles. Et de ce fil-là, vous tirez un tas de remarques foisonnantes qui connectent absolument tous les domaines de la vie des femmes. Ça va de la biologie à l'émotionnel, de l'émotionnel au domestique, du domestique aussi au professionnel. Et vous parlez de votre propre expérience de dépossession de votre travail par un homme que vous admiriez. Cette expérience, j'ai l'impression qu'elle a un peu joué un rôle de déclic féministe. Est-ce que vous voulez bien nous la raconter et nous dire ce qu'elle vient faire dans un livre qui parle de sorcières ? Oui. Je vous sortir la page si vous préférez la lire. Diplomate. Oui. En 2 mots, c'était un philosophe que j'admirais beaucoup à l'époque, dont je trouve toujours d'ailleurs la pensée très importante et intéressante, et on avait sympathisé, j'étais allée faire un entretien avec lui, et peu à peu il m'avait proposé de faire un livre d'entretien avec lui, et évidemment ça impliquait d'aller le voir régulièrement, d'enregistrer ce qu'il me racontait, de retranscrire, et j'y voyais pas trop d'objections, et puis un jour il m'a dit tu sais, sur ce livre il y aura pas seulement mon nom, il y aura aussi le tien. Alors il m'avait pas dit si ce serait dans la même taille de caractère ou pas, mais tout d'un coup, et j'avais trouvé ça un peu louche. Je me disais bon. Et quelques jours après, il m'avait rappelé en me disant oui, j'ai retrouvé un vieil ami, on veut faire un livre d'entretien ensemble. Il faisait beaucoup de livres d'entretien en même temps. Et est-ce que on a enregistré une première conversation? Est-ce que ça t'amuserait de la décrypter? Et je me suis dit ah ouais, là il y a quand même un problème. Et donc j'ai répondu non assez sèchement, et j'ai réalisé qu'en fait, parce que j'étais très enthousiaste, j'étais prête à me mettre au service d'eux, et que finalement c'est une tendance féminine très répandue, c'est-à-dire que on a souvent l'impression ce qu'on peut faire de mieux, c'est avec beaucoup d'abnégation, c'est rendre service, se mettre au service d'un projet, jouer les petites mains pour un projet qui nous paraît enthousiasmant, et du coup souvent servir la carrière d'un homme, en fait ça revient souvent à ça, parce que on nous fait miroiter une grande cause ou des beaux idéaux, etc., puis en fait derrière souvent il y a juste une carrière masculine, et je crois que ça a été un déclic, et que j'ai plus jamais voulu faire ça, et j'ai beaucoup vu de femmes autour de moi faire ça, et j'ai toujours essayé de les dissuader. Et ce que ça vient faire dans le livre sur la sorcellerie, c'est que il me semble que justement la sorcière, c'est celle c'est l'autonomie, en fait. C'est celle qui fait les choses elle-même, qui n'est au service de rien de personne. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il y a tous ces stéréotypes très négatifs, pour les figures que j'ai choisies, qui étaient toutes des figures de femmes spécialement visées pendant les chasses aux sorcières, que ce soit la célibataire ou la veuve, la femme qui s'arrange pour ne pas être mère, ou la vieille femme, c'est toutes des femmes inutiles, entre guillemets. Et je crois que ça explique beaucoup pourquoi elles sont entourées de ces images très dépréciatives, pourquoi on les décrit comme laides, desséchées, frustrées, etc. Parce que
voilà, une célibataire, une veuve n'est plus au service d'un compagnon, une femme sans enfant n'est pas au service d'un enfant. Enfin, une vieille femme est considérée comme n'étant plus agréable à regarder selon les critères dominants. Elle est ménopausée, donc elle peut plus faire des enfants et donc elle est aussi inutile. Et je pense que c'est ça le trait d'union finalement c'est ça ces personnages de sorcières, c'est ces femmes qui existent par elles-mêmes et pour elles-mêmes. La fameuse vie à soi. Voilà, ouais. Alors, quand on connaît votre œuvre, on voit vraiment la grande cohérence, la résonance qui existe entre les différentes thématiques que vous explorez. Dans Beauté fatale, vous interrogez les canons de beauté qui excluent notamment les femmes âgées. Vous venez d'en parler, des représentations dans les médias, par exemple. Dans Chez soi, vous réhabilitez le repli dans l'espace domestique, dans sa cabane, dans sa chambre à soi. En fait, vous étiez déjà en train de préparer le terrain pour vos sorcières depuis des années. Vous êtes arrivée aux sorcières par vos recherches, j'ai l'impression. J'y suis arrivée parce que au départ, j'y suis arrivée un peu pas frontalement, c'est-à-dire que je tâtonnais un peu. J'avais envie de parler du rapport des femmes à l'âge et à la vieillesse, qui me paraît concerner pas seulement la vieillesse d'ailleurs, mais toute la vie des femmes. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a toujours très tôt, très jeune, il y a cette angoisse à l'idée qu'il faut retarder le passage du temps, qu'on va bientôt être périmé et qu'il faut essayer Enfin, je crois que c'est une anxiété qui est très présente. Donc j'avais envie d'écrire là-dessus parce que il commence à y avoir des choses dans le féminisme français, mais ouais, il me semblait que ça manquait un peu. Moi-même, j'avais envie de lire des choses là-dessus, et j'avais envie d'écrire sur le non-désir d'enfant aussi. Et à un moment, je me suis rendu compte que c'était toutes les deux des personnages de sorcières, et que comme j'étais tellement fascinée depuis si longtemps par ce personnage, que c'était un moyen Bon, après, ça a amené encore d'autres thématiques à partir du moment où j'ai identifié le sujet de la sorcière, mais il m'a semblé que c'était un bon biais pour... Et que finalement, avoir cette figure en arrière-plan, déjà donner un éclairage historique à ces questions-là, et puis donner aussi une force particulière, c'est-à-dire permettait de le faire sur un mode plus affirmatif que défensif, parce qu'au début j'avais commencé à écrire des pages sur ces deux sujets, et puis je trouvais que c'était un peu géniard, un peu genre non mais c'est tellement injuste, c'est pas vrai qu'on est ceci, cela, donc ça me plaisait pas. Et ouais, du coup ça m'a vraiment beaucoup plu de le faire. Ça a permis de créer le pont en fait entre toutes ces thématiques-là. Oui. Voilà, c'est ça qui est dingue, c'est que la sorcière traverse absolument toutes les thématiques féministes en réalité. Ouais, probablement, ouais. Ouais. Alors vous venez de parler d'histoire, et c'est vrai qu'on a... D'ailleurs, quand on voit le livre, on s'imagine qu'on va beaucoup parler d'histoire. Finalement, vous vous appuyez sur l'histoire, mais ce sont seulement des points d'appui, et vous tirez très vite vers le contemporain. Mais il y a quelque chose que j'ai découvert dans votre livre, c'est qu'en fait, la chasse aux sorcières coïncide avec une phase d'obsession pour la fertilité des femmes. Au XVIe siècle, les femmes vivent dans la hantise des grossesses. Enfin voilà, ça semble aller de soi dans les familles très pauvres. Plus il y a de bouche à nourrir, plus c'est la merde, quoi. Plus c'est la mort, surtout. Et donc, il y a un désir de stérilité, de contrôle des naissances qui commence à s'instaurer dans le peuple. Et évidemment, à ce désir, les prêtres et les seigneurs répondent par un intérêt à voir augmenter le nombre de serfs, le nombre de fidèles. Et donc, ils veulent absolument bannir cette stérilité, ce contrôle des naissances, en les assimilant au diable. Je trouve ça vraiment fascinant de voir que c'est complètement lié à des intérêts en fait économiques, comme à peu près toujours. Donc, finalement, on persécute qui ? La femme qui vit seule sans se reproduire. Et aussi ces mêmes femmes qui sont souvent des guérisseuses, qui permettent aux femmes de réguler les naissances. Donc en fait, la chasse aux sorcières, c'est encore et déjà le contrôle sur le ventre des femmes. C'est ça. Oui. Oui, c'est c'est aussi la thèse de Silvia Federici, donc Caliban et la sorcière, qui a été vraiment un livre très important pour moi comme pour beaucoup de gens. Et c'est vrai, il y a une sorte d'obsession, de hantise. Je crois que c'est Michelet aussi dans La sorcière qui dit que le sabbat c'est la fête de la stérilité, c'est-à-dire parce que le sabbat c'est une sorte c'est assez incroyable quand on y pense, c'est quand même un fantasme qui a été partagé par tous les chasseurs de sorcières pendant plusieurs siècles. On y a cru dur comme fer d'un bout à l'autre de l'Europe.
on pensait réellement que des femmes se réunissaient avec le diable la nuit, et c'était une fête de la stérilité, c'est-à-dire que les femmes forniquaient pendant le sabbat, mais elles ne tombaient jamais enceintes. On ne pouvait pas tomber enceinte au sabbat. Et c'est comme si, dans ce fantasme des élites de l'époque, il y avait un envers un bras de fer fantasmatique avec les femmes du peuple qui, elles, pouvaient avoir envie justement de contrôler les naissances. Et il y avait cette idée, évidemment, de la dévoration des enfants, c'est-à-dire la sorcière, c'est vraiment celle qui fait du mal aux enfants. C'est aussi l'infanticide, évidemment. C'est aussi l'infanticide, c'est celle qui broie les corps des petits bébés pour faire des potions, et qui empoisonne l'enfant du voisin. Enfin, il y a vraiment cette idée de manière très forte. Et vous le tirez sur le contemporain. Vous écrivez cette phrase que j'adore. « Lectrice qui envisagerait de ne pas te reproduire ou qui aurait négligé de le faire, te voilà prévenue. Inutile de te forcer à écrire des chefs-d'œuvre pour détourner l'attention de ce grave manquement qui t'a certainement rendue très malheureuse, même à ton insu. » Moi, j'ai senti une révolte en lisant ce passage parce qu'en fait, vous pointez du doigt quelque chose que j'avais pas encore formulé, c'est-à-dire qu'on présuppose un instinct d'enfanter chez les femmes qui serait en fait inné. Le fait de ne pas vouloir d'enfants, c'est un peu une sorte d'anomalie. En fait, on veut toutes, sans s'en rendre compte, sans le savoir, des enfants. C'est présupposé, quoi. C'est comme si, en fait, on considérait que les femmes n'étaient pas vraiment des individus, mais qu'elles faisaient partie d'une naissance générale. Et alors qu'en fait, c'est des individus, elles peuvent avoir des désirs qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire le quotidien avec un enfant, le fait de le voir grandir, de l'élever, de prendre soin de lui ou d'elle. Enfin, c'est quelque chose qui peut intéresser des femmes et des hommes, d'ailleurs, qu'elles peuvent avoir envie d'intégrer à leur vie. C'est un mode de vie dont elles peuvent avoir envie, et puis d'autres peut-être pas. Enfin, peut-être que je pense que c'est un désir qui est là ou qui est pas là. Après, peut-être pour des raisons souvent pas très. Enfin, c'est difficile de dire je veux des enfants parce que je veux pas des enfants, parce que c'est toujours quelque chose de très viscéral et difficile à démêler, et qu'on justifie rationnellement peut-être après coup. Mais de fait, je pense qu'on a des désirs différents à ce niveau-là, et que c'est encore... c'est très frappant quand les gens vous disent « Quoi, tu veux pas d'enfants, mais enfin, t'as pas honte, pense à celles qui en veulent et qui peuvent pas en avoir. » Et c'est très curieux comme raisonnement. Quel est le rapport, parce en fait que c'est comme si, finalement, les femmes étaient interchangeables, et que si l'une fait un enfant, parce que ça va compenser le fait qu'une autre peut pas en avoir, c'est absurde. Enfin, ça ferait juste deux femmes malheureuses, donc quel intérêt. Et c'est étonnant comme on a du mal à renoncer à cette idée d'une naissance féminine qui serait aussi une naissance maternelle. Peut-être parce qu'on a, je sais pas, peut-être que c'est lié aussi à des choses de notre propre enfance, où on n'a pas envie de trop penser à l'ambivalence de notre propre mère, ou je sais pas, c'est un peu... Mais de fait, il y a une résistance extrêmement forte. Ouais. Et qui continue. Enfin, voilà, on pensait pas devoir tout de suite se battre à nouveau pour le droit à l'IVG, mais on a l'impression qu'il va falloir se réveiller un tout petit peu, là. Ouais, on a le docteur Rochambeau, le président du syndicat des gynécologues de France, qui a récemment comparé l'IVG à un homicide. C'est quand même assez proche, c'est assez flippant. Mm-hmm. Ça m'a renvoyé à une phrase de votre livre aussi. Vous dites « Le natalisme est une affaire de pouvoir et non d'amour de l'humanité ». Oui, bien sûr. C'est vrai que quand on lit l'histoire des chasses aux sorcières, il y avait une volonté nataliste. C'était particulièrement fort dans le pouvoir à la fois religieux et politique à cette époque, parce que je pense que ça doit être lié au fait qu'il y avait eu la grande peste en 1300 et quelques, qui avait tué un tiers de la population européenne quand même, donc il y avait une légère anxiété sur ce sujet, mais c'était des gens qui à la fois avaient une volonté nataliste et qui en même temps pouvaient torturer des femmes enceintes, et par ailleurs sur les bûchers on a brûlé beaucoup de vieilles femmes, mais on a aussi brûlé des enfants. Enfin, il y avait des petites filles, il y avait cette idée que la sorcellerie était héréditaire, donc souvent c'était plusieurs femmes d'une même famille d'âge très différents, y compris des petites filles. Donc non, on voit bien même aujourd'hui comment, souvent aux États-Unis, le lobby anti-avortement, c'est aussi le lobby pour les armes. Enfin, non, il n'y a vraiment aucune philanthropie
dans le fait de refuser l'IVG. Ouais. Et on parle d'un gynécologue donc assez puissant, hein, puisqu'il dirige un syndicat de 2200 personnes, et on tombe assez vite quand on réfléchit à cette thématique-là sur les violences gynécologiques. C'est une thématique que vous explorez beaucoup dans votre livre. On en a pas mal parlé en France ces derniers mois, notamment grâce à l'activisme de militantes comme Marie-Hélène Lahec, vous citez à plusieurs reprises, ou de médecins comme le docteur Martin Winkler. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous rappelez en fait que la chasse aux sorcières instaure aussi une forme de mise à distance, de dégoût pour le bas du corps, qu'on ressent encore dans la pratique de la médecine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on met cette espèce de rideau entre les sécrétions qui seraient d'un seul coup dégueulasses, qui émanent du bas du corps, alors que la sorcière, justement, c'est l'idée que rien n'est impur, c'est ça que vous montrez? Ouais, c'est chez Michelet qu'il y a un très beau passage là-dessus, où il dit que finalement c'est absurde, cette hiérarchie entre le haut et le bas, qui correspond peut-être au ciel et à la terre, mais il dit mais finalement le ciel est aussi en dessous, donc ça n'a aucun sens. Parce qu'entre-temps on a quand même découvert que la terre était voilà. ronde. Et effectivement, c'est une époque où finalement on a l'impression que c'est un nouveau rapport à la fois à la nature, aux femmes et au corps, tout ça étant un peu assimilé et considéré comme des synonymes, qui se développe et qui a un rapport vraiment agressif en fait, qui est un rapport de conquête. Et c'est assez troublant de voir, de voir des chasseurs de sorcières qui en même temps théorisent le fait qu'il faut extorquer à la nature ses secrets en fait. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait à la fois une guerre à la nature et une guerre aux femmes. Et je pense que ça a laissé vraiment des traces très profondes déjà, je pense que notre médecine en a vraiment hérité de manière très directe, c'est-à-dire quand on y pense, il y a presque un esprit militaire dans la médecine aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée que faut pas faire sa chochotte, et puis ce langage très cru, très cynique. Enfin, les médecins justifient ça en disant qu'ils ont besoin de décompresser, mais c'est pas très convaincant. On a l'impression qu'il y a quand même une sorte de machisme très fort, d'attitude assez hostile envers le patient et encore plus envers la patiente. Presque hiérarchique. Vous dites quelque chose qui m'a vraiment frappée quand on pose une question à un médecin, et particulièrement à un gynécologue, on se fait regarder, genre mais d'où vous posez des questions en fait, depuis quand vous pensez, vous dites, oui, demander une explication par sent. exemple, c'est comme si là on sent aussi une espèce de jalousie à garder son savoir, c'est-à-dire visiblement le médecin vous fait comprendre qu'il n'est pas là pour partager son savoir avec vous. Il est là pour vous donner un diagnostic et une ordonnance, et il vaut mieux que vous ne posiez pas trop de questions. Et surtout que vous ne remettiez pas en cause ce qu'il vous dit. C'est vrai que je raconte ça parce que j'avais essayé comme j'avais lu beaucoup de choses je me sentais un peu plus sûre de moi face aux médecins, et ça m'était arrivé d'essayer de poser une question, d'insister un peu, et je me souviens comment il m'a regardé. Enfin, il y a ce côté vraiment, c'est très incongru en fait. C'est comme si c'est une sorte de crime de lèse-majesté. Et c'est vrai que ça, moi, après toutes ces lectures, ça me renvoie directement à la confiscation de la médecine aussi, parce que finalement, avec les chasses aux sorcières, on a éliminé les guérisseuses, donc on a éliminé la concurrence pour la médecine officielle masculine. Et on a aussi perdu le rapport aux patients qu'elles avaient, qui était un rapport très différent, c'est-à-dire notamment le fait de joindre le soin quotidien et le diagnostic et le traitement, c'est-à-dire finalement les guérisseuses étaient à la fois infirmières et médecins, et donc elles donnaient à la fois, elles pouvaient à la fois nourrir le patient, surveiller son sommeil, et en même temps examiner ses symptômes et décider du traitement. Et ça, c'est quelque chose qui a été... Maintenant, on a l'infirmière qui, au nom de ses qualités supposément maternelles, naturelles, s'occupe des soins quotidiens, etc., qui sont jugés pas très importants et un peu ingrats. Et sous-payés. Et méprisés. Et de l'autre, le médecin qui est là, en gros, pour dispenser sa science et repartir, et voilà. Et ça correspond au moment où on crée l'université, qui est un lieu qui est interdit aux femmes, et où la médecine s'accapare en fait complètement... Enfin, l'université s'accapare le droit d'exercer la médecine en réalité. Oui, alors celles qui ont été brûlées comme sorcières, c'était des femmes du peuple, d'ailleurs c'était souvent les seuls médecins du peuple, mais il y a eu des femmes des classes supérieures qui exerçaient la médecine et qui, elles, ont été vraiment poursuivies pour exercice illégal de la médecine. Et
Je crois même, je cite dans le livre un cas d'une femme qui avait pu produire des témoignages de patients qui disaient qu'elle les avait guéris, mais en fait, ça n'avait aucune incidence, parce que le problème, c'était pas qu'elle soit bonne ou mauvaise comme médecin, le problème, c'était que c'était une femme et que du coup, elle n'avait pas le droit d'exercer. Elle n'avait pas le droit. Confiscation totale. En fait, c'est drôle parce que vous fonctionnez vraiment par obsession. C'est ces fils que vous créez entre chacune d'elles qui rend votre travail, je trouve, un peu magique. Et l'une des premières de vos obsessions, si je me trompe pas, c'est la notion de réalité, la notion de rationalité. Vous avez publié en 2006 un livre qui s'appelle La tyrannie de la réalité. Donc, on est à l'époque en plein sarkozysme. Et vous écrivez... Non, c'est je mélange. Différent. Il y a Sarkozy en couverture, en tout cas. Oui, ça, c'était Rêve de droite. Voilà. Oui, c'était après l'élection de Sarkozy. Ouais. D'accord, moi je me suis un peu embrouillée, mais cette phrase est bien de vous. Le réalisme nous étouffe. Où est l'imagination? Où est le rêve? Et j'ai l'impression que c'est déjà un pas aussi vers cette réflexion, justement, sur le seul savoir valable, c'est le savoir rationnel, le savoir universitaire. Et on s'est détaché, finalement, de tout un savoir qui était peut-être plus lié au sens ou plus lié à la nature, éventuellement. C'était déjà un pas vers vos sorcières, j'ai l'impression. Oui, probablement. C'est vrai que non, c'est vrai je crois que c'est ce que j'adore dans le personnage de la sorcière, entre autres, c'est-à-dire le fait que tout d'un coup, dès qu'on prononce ce mot, c'est comme si on sortait de notre univers mental très étriqué et très froid, et tout d'un coup, il y a c'est comme s'il y avait tout le monde qui revenait en fait dans notre mode de pensée. Oui, notre manière d'être au monde en fait. Donc oui, j'aime bien cette ouverture qu'apporte le simple mot de sorcière. Et par ailleurs, je crois pas être quelqu'un. Je pratique pas personnellement, je pratique pas de rituel de magie. C'est pas tellement mon truc, mais je suis plutôt quelqu'un de rationnel. Mais je crois que j'ai aussi envie de contester ce qu'on met sous le terme de raison, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on appelle la raison, est-ce que c'est si rationnel que ça finalement? Et on est peut-être sur une vision très datée de ce qu'est la raison, qui nous vient de la science. Et dans un précédent livre qui s'appelait La tyrannie de la réalité, je m'étais un peu intéressée à la physique quantique parce que c'est fascinant, c'est-à-dire à quel point on vous montre que la physique quantique vous montre que le monde n'est pas du tout comme on le croit, fait d'objets solides, carrés, qu'on peut connaître, identifier, etc. Elle montre qu'il y a plein de mystères, en fait, vraiment même dans la matière, dans tout ça. Donc, et d'ailleurs, c'est ce que dit aussi Starhawk, qui est donc une sorcière californienne contemporaine. On peut y voir aussi un plaidoyer pour une autre appréhension du monde qui tient compte de tout le mystère qui nous entoure réellement. Mais finalement, ce que dit Starhawk, c'est que finalement, là, on imagine, on projette sur elle peut-être parfois une forme de folie à cause des rituels, de se jeter nu dans la mer sous la pleine lune, d'allumer des feux, alors qu'en fait, alors que ça a l'air sympa. Moi, franchement, je signe demain. Mais et elle dit, au fond, c'est moi la plus ancrée dans la terre, c'est moi la plus terre à terre, c'est moi qui réfléchis vraiment aux conséquences de ce qu'on est en train de faire, par exemple pour la planète, pour l'environnement, pendant que les autres, dans leur tour, sont en train de délirer et de détruire en se voilant la face sur le réel. Exactement, ouais. Donc le réel est pas où on a envie qu'il soit. Non. Alors justement, on en arrive exactement où je voulais qu'on arrive, c'est-à-dire à l'écoféminisme, donc ce mouvement qui est né en 1980, comme moi, aux États-Unis, et qui met sur le même plan la violence contre les femmes et la violence contre la nature. Donc ces adeptes, elles flirtent souvent avec la sorcellerie. Il y a toute la pratique du Wicca, cet ensemble de rituels écoféministes qui est pratiqué notamment par Starhawk. Est-ce que l'écoféminisme, c'est un peu la réponse ultime au grand mot de notre époque, c'est-à-dire Donald Trump et le réchauffement climatique? Moi, j'ai envie de dire, on a la solution. Complètement. Bah oui, je crois. C'est vraiment intéressant. Je l'ai découvert. J'ai découvert ce courant un peu mieux en écrivant ce livre, et pour moi, ça m'a vraiment mis les choses en place dans la tête par rapport à plein de notions un peu éparses que je pensais contradictoires, et on se méfie souvent de l'écoféminisme parce qu'on pense que c'est un peu lié à l'idée que les femmes seraient plus compétentes pour guérir la nature parce qu'elles sont tellement douces et elles sont elles-mêmes très naturelles. Oui, il y a une menace essentialiste qui est toujours un tout petit peu présente. Oui, et en fait, c'est quand on lit beaucoup de textes écoféministes, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire
notamment l'excellente anthologie Reclaim chez Cambourakis que je recommande, on s'aperçoit que la question c'est pas tellement c'est plutôt de défaire deux dominations qui ont été pensées en même temps, c'est-à-dire c'est pas les écoféministes qui lient les femmes à la nature, c'est les penseurs de la modernité qui en fait ont pensé à la fois une hostilité aux femmes et une hostilité, un rapport en tout cas très agressif à la fois aux femmes et à la nature, et donc que si on veut déconstruire cette domination, il faut aussi les déconstruire toutes les deux ensemble et ne pas séparer une question de l'autre. Donc c'est vraiment une manière de prendre les choses à la racine. Et ça renvoie pas à une essence, puisque ça renvoie au contraire à une circonstance historique très précise et au fait que les femmes en tant que catégorie ont été assignées du côté de l'émotion, de l'irrationnel, du naturel. C'est comme si elles étaient elles aussi des phénomènes naturels qu'il s'agissait de brider et de domestiquer en fait. Et donc oui, je pense que c'est un outil vraiment puissant pour comprendre l'époque qu'on vit aujourd'hui. J'ai lu un article que vous avez écrit sur votre blog qui est une critique de Femmes, magie et politique, donc le livre de Starhawk qui est un peu le livre fondateur en fait de tout ce mouvement. Mais c'est vrai que, moi je suis fascinée par cet entrecroisement entre écologie et féminisme, mais on retombe quand même souvent sur les notions d'énergie féminine ou une espèce de naturalisation du féminin ou d'idée que la terre, on retombe sur aussi des figures comme Gaïa ou la terre qui serait la terre-mère, etc. Et c'est vrai que ça, il y a il y a un petit danger. Je vais vous faire revenir sur ce côté essentialiste parce que je sais qu'en plus vous avez aussi lu les essentialistes. Vous avez épuisé parfois chez Nancy Houston que vous citez parfois dans votre livre. Et je sais que vous en tirez admirablement à chaque fois. Et comment vous faites pour éviter ce biais-là en fait? Et l'essentialisme, je pense que tout le monde ici voit à quoi je fais référence, mais ça serait un peu l'idée, qu'il y aurait des qualités spécifiquement féminines, ce qui est un problème parce que on n'a pas envie de dire ça. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est compliqué cette question parce que je crois qu'il y a aussi tellement eu de dépréciation du féminin et tellement de haine finalement accumulée. En particulier le fait de glorifier le corps des femmes, et je pense qu'il y a vraiment un besoin de réparation aussi qui fait qu'on peut parfois tomber dans ces discours-là, parce qu'on a besoin de déjouer et de conjurer toutes ces images négatives et de se réapproprier son propre corps et la fierté et l'amour de son propre corps, ce qui est tout un programme. Donc je pense qu'effectivement ça peut... Et après c'est toujours compliqué parce que évidemment les femmes ont été assignées à toutes ces valeurs-là. Donc certaines se sont aussi construites à travers ça et n'ont pas forcément envie d'abandonner le côté, peut-être le côté féminin traditionnel. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi... je sais pas, ça me frappe de voir souvent... moi, j'avais écrit un livre, Beauté fatale, qui est quand même qui a la dent assez dure sur comment on nous vend les pratiques de beauté, comment on nous enferme dans l'obsession de la beauté. Mais j'ai aussi eu l'impression de voir quelques femmes qui sont parties de ces préoccupations-là et qui les ont élargies et qui, à partir de là, sont arrivées à une pensée très originale, en fait. Et donc, peut-être que ce côté féminin traditionnel, qui n'est pas une essence, évidemment, je pense que c'est plutôt un héritage culturel, en fait. Peut-être que ça peut être aussi une voie d'accès à des modes de pensée que beaucoup d'hommes ignoreront toujours parce que ça fait pas partie de leur éducation et de ce qu'on leur a transmis. Donc j'ai moi-même été surprise parce que, y compris... je sais pas, je pense à une blogueuse qui s'appelle Mai Hua. Au début, je regardais un peu son blog. Il y avait des vidéos de filles qui montraient comment elles se maquillent le matin. Et puis j'étais là à ricaner un peu. Et peu à peu, son blog a évolué. Et maintenant, je trouve qu'il y a vraiment des interrogations très... alors, c'est un peu du développement personnel. Mais en tout cas, il y a une force propre d'affirmation. Spirituelle aussi, ouais. Et maintenant, je suis vraiment captivée par ce blog. Donc, sans être toujours d'accord et tout ça. Mais en tout cas, je peux pas
prétendre que c'est une démarche aliénée. Enfin, il y a vraiment eu une sorte de progression qui aurait probablement pas pu partir d'un autre lieu que cette féminité très conventionnelle, en fait. Ouais, que ce lien à la beauté, au corps. Mais c'est ce que vous appelez la culture féminine. Moi, c'est une notion que vous développez dans Beauté Fatale qui m'a fait énormément bien, en fait, qui m'a aussi réconciliée avec tellement de choses, qui permet de s'éloigner de l'idée que parce qu'on est féministe, on va du coup en avoir plus rien à foutre de à quoi on ressemble. Enfin, il y a une espèce aussi d'injonction à être forcément moche et poilu. Enfin, voilà, en fait, en gros, on fait ce qu'on veut. Déjà, c'est la base. Ouais, c'est mais vrai. qu'il y a aussi quelque chose de beau dans le fait de s'approprier ces pratiques qui ont, en fait, de toute éternité, été des pratiques féminines. Le fait de se coiffer, de s'habiller. Et c'est quelque chose de culturel, en fait. Vous en tirez comme ça, en fait, de l'essentialisme, en mettant du matérialisme dessus, quoi. Ah oui, je crois que c'est simplement... c'est historique, en fait. Voilà, on a de génération en génération, les femmes ont appris que la beauté était très importante pour leur identité. Alors, c'est problématique par certains aspects, évidemment. Et moi, je défendrai toujours le droit de s'en foutre complètement, en fait. Je pense que c'est très important de défendre le droit de s'en foutre complètement et d'avoir le droit d'exister socialement complètement en dehors de ce souci. Mais j'ai du mal aussi à disqualifier complètement... Enfin, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'assez beau là-dedans, en fait. Dans le fait de considérer qu'on n'est pas des purs esprits, que on se montre les uns aux autres toute la journée, et que ça peut être aussi un lieu de créativité. Et bon, moi j'ai aussi toujours admiré beaucoup de femmes autour de moi qui avaient un art qui était extrêmement féminine, qui avait, mais sans être du tout dans les stéréotypes ou dans l'aliénation, au contraire, qui dégageait une forme de puissance. Donc, je pense que toutes les voies sont bonnes à explorer. Et dans la sorcellerie, on retrouve d'ailleurs le rituel. Il y a quelque chose d'esthétique dans les sorcières. Elles ont leur tenue, leurs bijoux. Oui. Et puis ça me frappe aussi, même comme... je regarde toujours beaucoup les rubriques beauté et finalement comment tout l'univers des cosmétiques, c'est comme si on avait eu une forme un peu dérivée ou dégradée des rituels de sorcellerie, parce qu'on parle des rituels de beauté, il y a autour des cosmétiques qu'on nous vend, il y a souvent c'est comme si c'est des potions magiques, en fait, comme si on vous dit qu'avec telle crème vous allez être transformé, avec des noms un peu bizarres dedans, et puis des plantes très spéciales qui vont faire des trucs incroyables. Il y a quand même l'acide hyaluronique, on sait toujours pas ce que c'est, mais apparemment ça marche hyper bien. Par exemple, ouais. Ou des herbes des montagnes cueillies à 3000 mètres d'altitude pendant un certain cycle de la Lune, etc. Il y a une sorte de recoupement, finalement, entre les deux univers, en fait. Complètement, dans la culture du féminin. Alors donc, cette culture du féminin, elle est donc décrédibilisée, elle est méprisée, et l'histoire des sorcières aussi, elle l'a été. Il a fallu beaucoup, beaucoup de temps, en fait, pour apporter une lecture féministe de cette histoire-là, qui était un peu moquée, non, un peu ridiculisée, au fond, pendant longtemps. Surtout, je crois qu'elle a été ignorée pendant très longtemps, c'est-à-dire que c'était pas jugé vraiment intéressant comme sujet d'étude historique. Et puis, quand on a commencé à le faire, je crois qu'il y avait beaucoup un regard de certains historiens très condescendant sur les victimes, en fait, c'est-à-dire l'idée que c'était un peu des pauvres folles, des femmes pas très sympathiques, en fait. Ils trouvaient quand même que c'était pas génial de les torturer, de les tuer, mais bon... ils n'avaient pas l'air de considérer que c'était une grande perte pour l'humanité. Et il y avait, je pense qu'il y a eu une sorte de volonté aussi de réhabilitation de la part de penseuses féministes. Je pense à Barbara Ehrenreich et Deirdre English, qui sont deux féministes américaines qui ont beaucoup travaillé sur cette histoire. Donc, quand les femmes sont arrivées, se sont emparées de cette histoire, il y avait vraiment une volonté de... Et puis simplement de faire reconnaître que c'était un crime de masse misogyne, en fait. C'est-à-dire, et là, il y a une résistance incroyable à reconnaître ça, alors que c'est quand même... Encore actuel. Oui, encore aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas du tout évident pour beaucoup de gens que ces femmes ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes. C'est-à-dire que la sorcière, c'est juste c'est l'exacerbation de tout ce qu'on déteste chez les femmes. Donc... quand on tue les sorcières, on tue les femmes inacceptables, en fait. Et le manuel des chasseurs de sorcières, qui est le Malleus Maleficarum, il parle bien des sorcières, c'est-à-dire c'est le marteau des sorcières, pas des sorciers. Et c'est un manuel extrêmement misogyne.
Et puis bon, simplement, on voit dans les chiffres, je crois que c'est 80% des accusés et 85% des condamnés qui étaient des femmes. Donc, les hommes, c'était souvent par association, ce qui explique aussi que souvent les hommes ne défendaient pas, par exemple, leur femme quand elle était accusée parce qu'ils avaient peur d'être entraînés dans l'accusation. Donc ça a aussi séparé les hommes et les femmes, ces chasses aux sorcières. Donc oui, ça me paraît difficilement discutable, et pourtant il y a un déni acharné de la part de beaucoup d'historiens. Tout comme le déni, vous employez, d'ailleurs, c'est très audacieux dans le livre, vous osez tisser un lien entre les persécutions des sorcières et les féminicides aujourd'hui. Vous osez tracer une continuité entre les violences contre les femmes qui sont beaucoup plus souvent assassinés par leur conjoint. Et c'est quelque chose qui est encore dur à accepter dans la société aujourd'hui. Le mot féminicide, il est complètement tabou, il n'est pas du tout reconnu juridiquement. Il y a plein de féministes qui disent non, mais quand même, faut pas aller trop loin. On n'accepte pas l'idée qu'en fait, on peut mourir parce qu'on est femme. Toujours pas. Oui, il y a beaucoup de... Alors évidemment, les féminicides aujourd'hui, c'est une violence privée. Donc c'est pas vraiment comparable, mais on s'aperçoit qu'ils surviennent aussi beaucoup quand la femme veut partir dans les couples. Donc c'est toujours aussi la volonté d'indépendance qui est complètement inacceptable. Et il me semble qu'il y a Lecoq a bien démontré, il me semble. Ah oui, ça fait penser à un article qu'elle a vrai. écrit. Effectivement, toutes les femmes qui se sont fait flinguer par leur mari ou par leur ex, elles voulaient se barrer, en fait. Oui, ouais, c'est souvent à ce moment-là. Et il y a aussi un parallèle dans le traitement, c'est-à-dire moi, ce qui m'a frappé dans les chasses aux sorcières, c'est aussi comment souvent c'est traité sur un mode léger. C'est-à-dire on oublie aujourd'hui, finalement, on parle la sorcière est une figure un peu fantaisiste. On oublie que ça a été une figure réelle et que ça a causé la mort de tant de femmes réelles. Et donc on en parle sur un mode très léger, amusé presque, comme si c'était... Et souvent, on voit aussi que les féminicides, comme ils sont traités dans la presse, il y a aussi ce côté... on fait des petites blagues. Ivre, il assomme sa femme avec la Voilà, frire, exactement. Ouais, on sent que la mort d'une femme, c'est quand même un gros sujet de rigolade et que c'est pas forcément très sérieux ni très grave, en fait. Ouais. Alors le witch block, en fait la mythologie des sorcières, elle a été vraiment réactivée dans les années 68-70. Donc le witch block s'est créé en 68 et leur démarche est ainsi décrite. Les sorcières ont toujours été des femmes qui ont osé être inspirée, courageuse, agressive, intelligente, non conformiste, exploratoire, curieuse, indépendante, sexuellement libérée et révolutionnaire. Et en lisant ça, je me suis demandé si la sorcière jouait pas aussi une espèce de rôle de figuration d'un âge d'or où les femmes étaient encore respectées et puissantes, encore détentrices de pouvoir et de savoir. Et cet âge d'or pourrait un peu faire pour les féministes une espèce de carotte, quoi, d'endroit vers lequel il faudrait tendre pour qu'on puisse se figurer un monde où finalement les femmes ne seraient pas dominées. Je sais pas ce que vous pensez de cette idée-là. Je sais pas si ça renvoie vraiment à un âge d'or qui aurait existé, c'est-à-dire c'est plutôt l'idée de renverser de prendre au mot les chasseurs de sorcières, en fait, parce qu'ils étaient tellement terrifiés par ces femmes. C'est assez frappant de voir qu'en Angleterre, par exemple, tous ceux qui dénonçaient des sorcières précisaient que c'était une sorcière vraiment très puissante. Et au bout d'un moment, les autorités avaient dû leur dire « Ok, on a compris qu'elles sont puissantes, cet adjectif n'apporte rien, c'est pas la peine. Donc on va s'en passer. » Et donc il y avait c'est assez frappant parce que c'était des femmes c'était des femmes des classes populaires pour la plupart, donc réellement complètement démunies et pas du tout, de fait, pas tellement puissantes. D'ailleurs, elles ont été décimées, donc elles n'avaient vraiment aucun moyen de se défendre. Mais du fait, je crois qu'il y a une volonté de prendre au mot cette puissance qu'on leur attribuait. Et puis bon, peut-être que certaines, effectivement, celles qui étaient guérisseuses ou celles qui ont été visées parce qu'elles étaient réellement des rebelles et des menaces pour l'ordre établi. Bon, elles, évidemment, il y a aussi lieu de leur rendre hommage, donc c'est aussi une manière de réclamer, de perpétuer leur héritage et de réclamer justice pour toutes ces femmes. Mais c'est peut-être plus retourner, embrasser cette figure si terrifiante. Ouais. Ça me faisait penser aussi à quelque chose, pendant le débat sur l'écriture inclusive, on a un peu
toutes redécouvert que finalement, en fait, il y avait des mairesses et des doctoresses et qu'en fait, il y avait des professeuses et que et finalement, le fait que tous ces mots étaient masculinisés a correspondu dans l'histoire. À un moment, on a aussi exclu les femmes de ces fonctions-là. Donc, on a redécouvert que finalement, au Moyen-Âge, avant la Renaissance, les femmes avaient une forme de légitimité dans l'espace public à exercer ces fonctions-là, de savoir, de pouvoir. Effectivement, elles ont été. Alors, elles n'avaient pas accès à toutes les professions, mais apparemment, elles pouvaient quand même participer à l'activité économique, de manière. Elles étaient dans les corporations et elles en ont été chassées pendant l'époque des chasses aux sorcières. Donc, c'est aussi il y avait vraiment une intolérance grandissante à leur présence dans la sphère, dans les métiers et dans l'activité économique. Donc c'était cohérent avec le fait de les renvoyer au foyer, les renvoyer à leur rôle de mère. Ouais. En tout cas, la figure de la sorcière permet, j'ai l'impression, de toucher à une forme de radicalité politique dans l'approche féministe. Le mouvement Witch, alors vous commencez le livre en rappelant qu'aujourd'hui les sorcières, elles sont en train de renaître, elles sont dans les manifs contre Trump, contre Macron aussi. Et en 2016, donc le mouvement Witch est né aux États-Unis, un peu en héritière du Witch Bloc, et se revendique anarchiste, anticapitaliste. Il dénonce les violences policières, le racisme systémique et revendique une absolue non-mixité. Est-ce que finalement la sorcière, elle permet pas de libérer le féminisme de ses timidités ou de ses entraves? Est-ce que c'est pas un peu le fantasme de la féministe la plus radicale possible qui enfin pourrait s'exprimer? Est-ce que ça a ça? Ah oui, complètement. Ouais, je crois que c'est une sorte de remise en cause déjà d'affirmation de force et aussi de remise en cause très radicale de l'ordre social, c'est-à-dire je suis très attachée à l'égalité salariale, mais là clairement il s'agit de pas simplement se contenter de réclamer l'égalité dans le monde tel qu'il est, mais vraiment de dire aussi ce monde vous l'avez fait sans nous et il nous convient pas. Ce qui est tout un programme là aussi, c'est-à-dire c'est vertigineux en fait quand on y pense, mais j'aime bien ce côté très très audacieux et très et qui a pas peur de heurter, enfin de heurter de plein fouet tous les espèces de garde-fous qu'on nous met d'interdiction, c'est-à-dire d'accord tu peux revendiquer mais dans une certaine limite, et puis de pulvériser ces limites Ouais. Vous lui voyez un avenir à ce mouvement extrêmement radical de féministes? J'espère. J'ai pas ma boule de cristal, mais j'aimerais bien. Ouais, c'est vrai. En fait, j'écrivais pendant. En fait, l'affaire Weinstein a éclaté pendant que j'écrivais, et ça m'a donné un tel. Il y avait un. Je sais pas, c'était tellement. Bon, c'était pas. Je peux pas dire que c'était génial parce que quand même toutes les histoires qui sortaient étaient tellement dures et violentes, mais enfin, ça a donné une image de nos sociétés tellement sombre en fait, tellement inquiétante. Mais ce qui était très beau, c'était cette espèce d'élan collectif et de manière de se donner du courage mutuellement, et aussi peut-être de remettre en question de manière assez radicale tous les récits. Enfin, ça se passait à Hollywood, qui est quand même le lieu de la production de toutes les images qu'on consomme, de beaucoup d'histoires qu'on consomme. Et notamment, moi, j'ai été très frappée par ce qu'a fait Uma Thurman quand elle a parlé à la fois de Weinstein et de Tarantino. Ouais, c'était dingue. Et c'est très troublant parce qu'elle a pris cette héroïne de Kill Bill, enfin, qui est restée en fait comme une sorte d'icône féministe, et puis elle a montré que derrière, il y avait... derrière cette soi-disant icône féministe, il y avait un metteur en scène tyrannique, il y avait un tournage complètement pénible, et comment elle jouait une guerrière et en même temps elle était complètement démunie et exploitée, enfin, et violentée même, puisqu'elle a failli laisser sa peau. Donc ça invite à une remise en question, je trouve, très radicale de toute notre culture en fait. Alors vous préconisez quoi pour éviter le backlash qu'on est en train de se prendre dans la figure là en ce moment? Savoir qu'il y a un backlash déjà, je pense. Oui, c'est pas mal. S'y préparer. Ouais. Et puis peut-être le dénoncer au fur et à mesure. Peut-être qu'on a l'expérience
du précédent backlash que la journaliste américaine Suzanne Faludi avait très bien décrit dans son livre qui s'appelle Backlash, qui parlait de comment, dans les années 80, il y avait eu ce mouvement hyper réactionnaire dans les médias, dans la culture, pour revenir sur toutes les conquêtes que les femmes avaient obtenues la décennie précédente. Et ça paraît, et c'est des choses tellement grotesques en fait quand on lit ce qu'elle raconte, c'est grossier vraiment, les journaux qui faisaient des gros titres pour dire les jeunes femmes qui sont pas mariées ont plus de chances de se faire tuer par un terroriste que de trouver un mari. Toute cette espèce de campagne pour faire peur aux femmes, pour leur faire renoncer à tout ce qu'elles avaient gagné. Peut-être qu'en étant instruite de ce précédent-là, on va moins se laisser avoir cette fois. On garde la radicalité alors. Oui, ouais. Mona Chollet, ça évoque quoi pour vous la poudre ? J'adore. Enfin, j'aime bien justement parce qu'il y a à la fois la poudre à canon et la poudre qu'on se met sur le visage et j'aime bien. C'est justement comme, on parlait tout à l'heure de à la fois la nécessité de pulvériser cette culture féminine et en même temps aussi d'une certaine manière de la garder et de la revendiquer. Et je trouve que c'est un titre qui résume très bien ces deux aspects en fait. Merci beaucoup, Mona Chollet. Merci à vous. Merci à vous toutes. Vous pouvez m'applaudir. On garde une trace de vous. Alors juste un tout petit mot, donc on a des invités ce soir avec nous. Donc il y a Isabelle Cambourakis qui est là, donc au stand au fond, qui a donc lancé une collection qui s'appelle la collection Sorcière. Je pense que vous devez certainement la connaître, mais il y a des livres absolument incroyables et fascinants dans cette collection, notamment donc le manifeste écoféministe Reclaim, compilé par Émilie H, si je me trompe pas, qui est assez génial. Voilà, donc il y a Pascal Iltis des éditions La Découverte qui a le livre de Mona Chollet pour celles qui l'auraient pas encore acheté en 3 exemplaires. Je pense ça m'étonnerait qu'il y en ait ici, mais en tout cas, n'hésitez pas, il est là. Ensuite, on a Carlotta Arbizu qui est là et qui tire le tarot de comptoir. Donc, si vous voulez un petit tirage de tarot ce soir, c'est le moment ou jamais. Et enfin, Carole Smile, c'est ça ? Ou Smile ? Voilà, qui a une boutique de cristaux qui s'appelle Let's Play on the Moon. Donc, si vous voulez réveiller les cristaux magiques, tout ça, c'est le moment aussi. Voilà, amusez-vous. Merci à Mona Chollet d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Laurie Galigani. Le générique est une variation sur la chanson L'appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission ? Je vous aime aussi. Et s'il vous plaît, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à essaimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram @lapoudretv, sur Twitter @lapoudrene et sur Facebook sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquer sur La Poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencer, Quoi de Meuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre lit, où nous recommandons toutes les 2 semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. À très vite et continuez de faire parler la poudre.